Kevin Vroland, bonjour. Bonjour. Merci de nous accorder ce moment d'échange ici au Sportel Awards. Alors ici, c'est un événement où on récompense les plus belles images sportives de l'année. En 2021, quelle est votre plus belle image sportive? Ma plus belle image sportive que j'ai vue. Alors attendez un petit peu. Alors, j'ai vu un film récemment qui n'est pas encore sorti d'un skieur qui s'appelle Marcus Eder. Et je pense que c'est la plus belle vidéo que j'ai jamais vue, en tout cas pour un skieur. Elle va sortir bientôt, mais je vous invite à aller regarder. D'accord, bon, on va le faire avec grand plaisir. Alors vous êtes aussi présent parce que vous avez présenté votre documentaire qui s'appelle Résilience. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ce documentaire Bah alors Résilience, ouais, c'est un projet maintenant, ça fait un peu plus de 2 ans qu'on travaille dessus. Moi j'ai une histoire assez particulière en essayant de battre le record du monde de saut en hauteur en fin 2019. J'ai eu un accident, un grave accident, au même moment où ma femme allait accoucher. Et tout ça, ben, voilà, on a essayé de raconter cette histoire. C'est pas seulement une histoire sportive, c'est une histoire de vie. Comment je me suis remis de tout ça pour aujourd'hui, voilà, reprendre la compétition. Et donc voilà, j'ai voulu vraiment expliquer aux gens enfin, me livrer et montrer une partie de l'intimité de ces moments intenses de vie, on va dire, qui me sont arrivés. et qu'est-ce que ça représente pour vous de présenter ce documentaire ici à Monaco au Sportel Awards? Le Sportel Award, ça fait un bout de temps que je viens ici. J'étais pour la première fois venu en 2014 en tant que jury du livre. Donc je connais bien l'événement sous tous ses angles et j'adore cet événement. Voilà, on arrive toujours dans ce beau cadre de Monaco, on est toujours bien accueillis. On rencontre des personnes incroyables, que ce soit les athlètes, mais aussi tout l'écosystème autour du sport, télévision. Et voilà, ben, pour moi, ça allait de soi de venir présenter le film ici, quoi. D'accord. Et alors vous l'avez appelé Résilience. Pourquoi ce titre? Bah, je l'ai appelé Résilience. Il faut vraiment voir le film pour se rendre compte que le mot résilience tombe sous le sens. C'est un petit peu toute la valeur que j'ai essayé de pousser dans ce film. Revenir après des accidents, mais la persévérance d'essayer d'atteindre un objectif même quand rien n'est gagné à la base, de croire en ses chances, tout ça, c'est toutes les valeurs qui transpirent un petit peu, je pense, de ce documentaire, donc ça allait de ça. Alors vous avez décidé de poursuivre le tournage de documentaire malgré votre accident. Pourquoi être allé jusqu'au bout de ce projet? Parce que, en fait, depuis que je suis tout jeune, depuis que j'ai 18 ans, j'ai pris conscience que mon sport, ski freestyle, est un sport confidentiel et que je n'allais pas intéresser les gens à leur expliquer comment on fait un double cork 1260. Les gens ne peuvent pas s'identifier, donc je suis toujours parti du principe qu'il faut raconter des histoires, pas des histoires pour enfants, mais raconter l'histoire plus. Quand on gagne, quand on perd, quand on stresse, quand on a peur, voilà ce qui se passe en tant qu'être humain pour que les gens s'identifient un petit peu et puissent aussi s'intéresser à notre sport. Et là, voilà, je voulais faire ça pour mon record du monde. Forcément, ça ne s'est pas passé comme prévu. Mais je me suis dit non, mais toute ma carrière, j'ai expliqué. Là, je veux continuer à expliquer aux gens, leur montrer qu'est-ce qui se passe. Ça ne s'est pas passé, mais peut-être que je vais redevenir un skieur. Peut-être que je vais redevenir un skieur professionnel. Donc il faut filmer tout ça et ça a été une évidence, quoi. Est-ce que ce documentaire aussi, pour vous, c'est comme une forme de thérapie également? Ouais, c'est marrant que vous dites ça parce que c'est vrai que je m'en suis jamais vraiment aperçu. Je prends conscience aujourd'hui en le regardant dans des grandes salles de cinéma. Mais tout le monde me demande, c'est fou que tu ne prennes pas de préparateur mental, tu n'ailles pas y voir de psy après tout ce qui t'est arrivé.
Et je pense que mon psy, c'est mon caméraman, parce que je suis quelqu'un qui a besoin de sortir un peu tout ce qu'il ressent. J'ai besoin de parler aux gens, j'ai besoin d'expliquer aux gens. Et en fait, je l'ai fait tout au long de ces 2 dernières années. J'ai raconté ce qui m'arrivait, quoi. Et ça me fait du bien. Alors dans le documentaire, on voit les images aussi de l'accident. Qu'est-ce que vous vous souvenez de ce moment-là? Est-ce que vous avez des souvenirs? Alors, les souvenirs, c'est un grand mot, j'ai des flashs. J'ai des flashs de moi en l'air au moment de l'accident. J'ai des flashs du déroulé de la journée avant. Et à partir de l'impact, j'ai plus de souvenirs. Par contre, pendant 3 jours jusqu'à mon réveil et pendant, on va dire, 15 jours, période où j'ai été très vaseux après du coma. Donc c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de temps où je me rappelle de pas grand-chose. Et qu'est-ce qui a été pour vous le plus difficile après? Ce qui a été le plus difficile, forcément, ça a été de rester immobile sur un lit pendant 45 jours déjà, sans pouvoir se déplacer, sans pouvoir ne serait-ce que me balader en chaise roulante, ce qui n'est pas possible, j'étais allongé. Ça, c'était très dur pour quelqu'un d'un peu hyperactif comme moi qui aime bien faire plein de choses. Mais après, ça a été plus mentalement, reprendre le sport de haut niveau. J'ai jamais eu pour habitude d'avoir peur, d'être paralysé par la peur. Et c'est un peu ce qui m'est arrivé, mais je l'ai pris comme un défi, comme un challenge. Et comment on fait pour le remonter, pour vaincre ce petit challenge? Je suis passé par le plaisir, j'ai essayé de vraiment reprendre plaisir. J'ai pris une saison pour moi où l'objectif c'était de faire du ski, parce que je suis un amoureux du ski freestyle, sans cette pression de performance, cette pression de résultat. C'était juste kiffer, quoi, tout simplement. Et en fait, une fois que j'ai retrouvé ce plaisir, ça allait de soi que j'avais envie de refaire des performances, refaire de la compétition. Et je pense avoir trouvé la bonne méthode. Et qu'est-ce qu'aujourd'hui, après un accident comme celui-ci, vous avez frôlé la mort, on peut le dire, est-ce qu'on voit la vie différemment après un tel accident? Complètement, on voit la vie complètement différemment. Moi, ça m'a changé en tant qu'être humain. Quand je suis à l'hôpital encore, j'ai ces moments je me rappelle, où aller à la cafétéria, prendre un café et des bonbons et être tranquille, regarder par la fenêtre. J'étais heureux de faire ça, quoi. C'était un moment intense pour moi, alors qu'on ne s'en rend pas compte quand tout va bien dans notre vie. On se rend plus compte que là je suis ici, je vous parle. C'est une chance en fait. Et tout ça, on l'oublie avec le temps, avec la vie. Voilà, la vie elle est normale, tout se passe bien. Mais on se rend plus compte que tu peux sortir et te faire écraser par une voiture et ta vie est différente, tu peux mourir. Donc tout ça, maintenant je le conscientise vachement plus et ça fait que en final je suis presque plus heureux, quoi. Très bien. Et est-ce que aussi vous êtes remonté sur les skis depuis? Oui, je suis remonté sur les skis. Comme je disais, j'ai fait une année où j'ai essayé de skier pour moi, une année où j'ai rattaqué la performance, où j'ai participé au championnat du monde. Ma seule et unique compétition à laquelle j'ai participé, directement au championnat du monde, où j'ai terminé 8e. Donc on va dire que voilà, objectif atteint, je suis au retour dans les meilleurs skieurs. Et maintenant il y a les Jeux Olympiques qui vont être là, qui vont arriver cet hiver à Pékin, et c'est un peu la next step. Et quelle sensation avez-vous eu la première fois où vous avez rechaussé les skis et aussi les sensations lors de votre première compétition? La première fois que j'ai chaussé les skis, je me rappelle, j'ai été ému, il y a une espèce de gratitude de se dire oh là là, c'est incroyable d'être en haut de la montagne, de glisser, quoi, tout simplement, parce que quand je me suis réveillé, il y a un médecin, il m'a dit qu'il va falloir, monsieur, il va falloir penser à faire quelque chose d'autre que du ski dorénavant, quoi.
6 mois après, je glisse sur un glacier. Donc c'était assez incroyable. Et vous avez évoqué les Jeux Olympiques. Aujourd'hui, vous en êtes où dans votre préparation? Eh ben, on va dire que je suis à la fin de ma préparation physique, même si la préparation physique ne se finit jamais, mais j'ai beaucoup travaillé physiquement justement pour être capable d'encaisser les éventuels chocs. Et là, j'attaque demain. Je pars en Suisse, à Saas-Fee, faire 15 jours d'entraînement intensif dans le halfpipe. Ensuite, je pars en Autriche, pareil, 15 jours. Et puis j'attaque la saison aux États-Unis, un petit peu toute la tournée classique avant d'arriver aux Jeux Olympiques. Ce sera vos objectifs aux Jeux? Vous avez un objectif? L'objectif quand on va aux Jeux Olympiques, c'est la médaille. Enfin, en tout cas pour moi, c'est d'essayer de ramener une médaille. Dans un monde idéal, qu'elle soit en or, ce serait magnifique. Ça serait plus qu'une belle histoire. Mais même si je sais que ça va être dur, je sais aussi que c'est possible. Donc je vais tout faire pour la ramener. D'accord. Ce sera ma dernière question. Quand vous rechaussez les skis pour une compétition, maintenant aujourd'hui, vous avez de l'appréhension particulière ou vous avez des peurs? Non, ou alors c'est pas une peur, disons, intense. On a toujours peur. Quand on fait des sauts, on a peur de se faire mal. Mais la peur, c'est la même peur qu'avant. Elle n'a pas changé, elle n'est pas plus envahissante. D'accord, très bien. Merci beaucoup, Kevin. Avec plaisir.